mesdames, bonjour messieurs. Alors déjà, dans un premier temps, je vous souhaite une très bonne année 2023. Nous sommes encore dans les temps pour nous souhaiter, nous présenter nos bons voeux. Donc une très bonne année, riche en événements phytothérapiques, bien sûr. Aujourd'hui, donc, je vous propose une présentation de plantes et systèmes digestifs. Alors pour cette présentation, je vais vous proposer plusieurs approches. Nous avons quelquefois des plaintes de clients au comptoir, se plaignent de digestion difficile, de transit ralenti, donc tout un ensemble de symptômes qui évoquent certaines difficultés dans nos métabolismes. C'est-à-dire que ces symptômes qui s'expriment sont dus à un essoufflement de certains de nos fonctionnements. Donc nous verrons cet aspect dans la première partie. Donc on verra comment quelques métabolismes qui se ralentissent aboutissent à ces symptômes et bien sûr quelles plantes peuvent aider à soutenir ces fonctionnements qui se font moins bien. Et puis, nous avons d'autres plaintes au comptoir avec des plaintes très définies, très déterminées, comme par exemple les nausées. Donc là, les nausées, on verra, les causes sont multiples. Et donc là, ces nausées, sont aussi possibles aussi d'être améliorées par des plantes et on verra par quel mécanisme. Et nous, comme souvent ces mécanismes de nausées sont en relation avec l'estomac, nous verrons aussi des plantes intéressantes pour l'estomac. Et puis d'autres plaintes, ça peut être des gens qui souhaitent avoir régulé un appétit qu'ils estiment insuffisant ou au contraire vouloir diminuer un appétit qui leur semble trop important. Donc là aussi, on a des plantes qui vont pouvoir aider donc à améliorer réguler cet appétit qui est selon le souhait des personnes. Et puis, nous verrons aussi des plantes symptomatiques, comme dans les ballonnements et dans les spasmes, donc des plantes qui vont soulager spasmes et ballonnements. Donc, vous voyez, des approches différentes, mais bien sûr toujours en relation avec les plantes qui pourront être utiles. Alors, le premier chapitre, le système hépatobiliaire. Alors, bien sûr, nous allons parler du foie et de son associé, la vésicule biliaire. Donc ce foie, qui est un organe volumineux qui assure de très nombreuses fonctions, ce foie, quelquefois, c'est le cas de le dire, quelquefois peut un petit peu s'essouffler. Certains mécanismes s'essoufflent et donc nous allons parler d'un mécanisme en particulier, c'est la détoxication ou détoxification hépatique. Et puis, les hépatocytes, qui sont ces cellules du foie, et dont il est important qu'elles soient en bon état pour que le foie puisse fonctionner correctement, ces hépatocytes peuvent être fragilisés. Et là aussi, nous verrons que parlons d'une plante qui est capable de régénérer, de réparer l'hépatocyte fragilisé. Donc la détoxification hépatique, c'est un mécanisme qui bien sûr se fait au niveau du foie et qui consiste en fait en une désactivation et excrétion de molécules actives de l'organisme et des xénobiotiques. Nous allons revenir sur ce mécanisme, mais d'abord que sont ces molécules qui doivent quitter l'organisme. Et en fait, nous emmagasins en permanence des molécules qui, si elles restent dans l'organisme, peuvent être délétères. Donc, d'où viennent ces molécules? Alors, nous avons les substances endogènes. Donc, ce sont des substances qui, en fait, sont des résultats de nos propres métabolismes. Donc, par exemple, la bilirubine, qui est suite à la dégradation des globules rouges. Vous avez l'ammoniac, suite à la dégradation des protéines. Nous fabriquons aussi des hormones. Elles sont aussi catabolisées. Et puis, les métabolites, ce sont des molécules qui ne servent plus à rien et qui doivent être
qui doivent disparaître. Donc là, vous voyez, des substances que l'on fabrique nous-mêmes. Et puis, des substances exogènes que l'on appelle xénobiotiques. Donc ça, c'est des substances qui viennent de l'extérieur. Donc par exemple, les médicaments, donc on ingère un médicament, il fait son travail, et puis bien aussi, là aussi, il va se métaboliser. Le catabolite, eh bien, ça, c'est une molécule qui peut rester emmagasinée dans l'organisme, mais qui doit pourtant disparaître. Et puis, il y a des substances que l'on subit, hein, comme les polluants, comme les pesticides. Et puis, donc ça aussi, ces substances doivent pouvoir être disparaître de l'organisme. Et puis, bien aussi des composés alimentaires aussi qui se transforment et qui doivent aussi disparaître. Donc, toutes ces substances, hein, endogènes ou exogènes, vont pouvoir, par un mécanisme, être éliminées de l'organisme. Alors, la détoxication ou détoxification hépatique ne va pas forcément concerner toutes les substances que j'ai énoncées précédemment, mais cette détoxication va concerner une des substances avec une propriété particulière. En fait, ce mécanisme va permettre donc de transformer des molécules qui sont liposolubles, donc qui sont lipophiles, qui ont une affinité pour les tissus graisseux, eh bien de transformer ces molécules liposolubles en molécules hydrosolubles. Et à partir du moment où cette transformation se fait, la molécule hydrosoluble peut être éliminée de l'organisme. Donc, vous voyez, c'est un mécanisme qui se fait en permanence au niveau du foie et qui assure le bien-être de notre organisme. Alors, comment ce mécanisme se fait? Il y a deux phases. Une première phase, il y a transformation de la ou des toxines en un métabolite intermédiaire, donc c'est une phase de fonctionnalisation. Donc cette phase permet une préparation à l'étape suivante. Alors quelquefois, le métabolite intermédiaire est plus toxique que la toxine initiale. Donc il faut rapidement que la phase 2 se suive, et donc cette phase 2, un radical va se greffer sur le métabolite intermédiaire et on aboutit enfin à une substance hydrosoluble qui va pouvoir être éliminée de l'organisme. Donc vous voyez, c'est un mécanisme qui est très important et qui peut s'essouffler, et qu'il faut bien sûr, avec le temps, tenter d'entretenir. Alors maintenant, la vésicule biliaire, donc l'associé du foie, donc toujours au niveau physiologie, donc la bile, qui est donc un liquide qui est sécrété par le foie, donc cette bile qui est constituée majoritairement d'eau et puis de sel biliaire, de cholestérol, de bilirubine aussi. Donc cette bile stockée par le foie va être en partie fabriquée par le foie, va être en partie stockée ensuite par la vésicule biliaire. Donc cette bile va se retrouver dans la vésicule biliaire et donc au fur et à mesure des besoins, elle sera libérée pour assurer principalement la digestion des lipides. Donc cette bile qui ensuite, une fois qu'elle est dans l'intestin, n'est pas complètement éliminée après avoir fait son travail de digestion des lipides, elle est en partie aussi réabsorbée, et ça va retourner au foie qui va refaire de la bile de nouveau. Donc en fait, il y a plusieurs cycles entéro-hépatiques tout au long de la journée qui se font. Donc vous voyez que au niveau physiologie, donc là on a 3 mécanismes, hein, que je vous ai présentés et que les plantes peuvent soutenir. Donc on a ce mécanisme de détoxification hépatique, donc transformation des molécules liposolubles en molécules hydrosolubles pour être éliminées. Et puis on a aussi possibilité d'augmenter la sécrétion de la bile ou de réguler sa sécrétion. Et puis troisième mécanisme aussi, on peut favoriser l'expulsion de la bile de la vésicule biliaire. Alors, donc voici quelques définitions, hein, donc, par rapport à cette production et cette évacuation de bile, donc des définitions que l'on va retrouver donc dans les propriétés
nos plantes. Donc, cholérétique, eh bien, c'est une substance qui va favoriser la cholérèse, soit la production de bile par le foie. Amphocholérétique, on est plus sur la régulation. Donc, c'est une substance qui va davantage réguler le débit biliaire. Et cholagogue, c'est une substance qui va faciliter l'évacuation de la bile stockée dans la vésicule biliaire. Donc, on retrouvera ces propriétés dans les propriétés de nos plantes. Donc, pour cette partie, je vais vous présenter 4 plantes. Donc, le radis noir, l'artichaut, le romarin, le curcuma. Alors, le radis noir. Alors, pour présenter une plante, on donne toujours aussi sa dénomination avec genre et espèce en latin, donc la nomenclature classique. Donc, le radis noir, Raphanus sativus, variété Niger. On précise aussi toujours pour une plante la partie qui est utilisée. Donc là, en l'occurrence, c'est la racine. Donc, les propriétés du radis noir, donc c'est un très bon détoxifiant hépatique. Donc, elle est considérée comme un peu la plante phare dans ce soutien de ce mécanisme de détoxication ou détoxification hépatique. Alors, souvent, ces plantes qui ont un impact sur ce mécanisme ont aussi comme propriété d'être cholérétiques et cholagogues. Donc, le radis noir aussi est cholérétique, donc il va favoriser la sécrétion de la bile par le foie, et cholagogue, il va favoriser l'expulsion de la bile de la vésicule biliaire. Ces molécules actives, donc dans le radis noir, on retrouve des molécules, des glucosinolates, qui sont les molécules qui vont être importantes dans le soutien de ce mécanisme de détoxification. Comme autre propriété, on a comme propriété que le radis noir est mucolytique. Donc là, c'est aussi dû à la présence de ces glucosinolates qui sont des molécules soufrées. Donc, ces molécules vont pouvoir donner cette propriété au radis noir d'être mucolytique. Et puis, une autre propriété, elle est diurétique. Un fait indésirable, bien, dès qu'une plante est cholagogue, ce qui facilite l'expulsion de la bile, on a souvent, dans les premiers jours, on peut avoir un transit accéléré qui peut surprendre, donc petite perturbation possible au début d'un traitement du transit intestinal. Une autre plante, l'artichaut, Cynaras colimus, dont on utilise la feuille. Donc, la feuille d'artichaut aussi, comme propriété, a cette propriété d'être aussi détoxifiant hépatique. Alors, pas aussi un impact aussi fort que le radis noir, mais quand même une activité à ce niveau intéressante. Par rapport à la sécrétion de la bile, le radis noir, l'artichaut, est plutôt amphocholérétique. Donc, elle est plus, c'est la feuille d'artichaut dans la régulation de la sécrétion de la bile. La feuille d'artichaut est aussi a des propriétés cholagogues, et puis d'autres propriétés que je vous présente. Donc, elle est active sur une cholestérolémie légère, donc elle est hypocholestérolémiante. Elle est aussi diurétique, cette feuille d'artichaut. Elle protège l'hépatocyte, hépatoprotectrice, et puis aussi une propriété reconnue, elle contribue aussi à l'élimination d'excès d'œstrogène. Voilà. Donc, le tableau des propriétés de cette feuille d'artichaut. Pareil, c'est une plante cholagogue, donc on peut aussi avoir cet effet indésirable de perturbation du transit intestinal au début du traitement. Je vous ai cité une molécule dans l'artichaut, la cynaropicrine, qui est une lactone sesquiterpénique. Donc, on a pu évaluer son intérêt dans ces mécanismes de détoxification hépatique. Une autre plante, le romarin, Rosmarinus officinalis, on utilise la feuille. Donc, ce romarin a aussi une activité au niveau de ce mécanisme de détoxification hépatique. La feuille de romarin est aussi cholérétique et cholagogue, donc on retrouve ses propriétés vues avec les deux autres plantes précédentes. Le romarin est aussi protecteur de la cellule hépatique, et puis il est très antioxydant, particulièrement antioxydant, considéré aussi comme anti-inflammatoire et aussi tonique. Donc, dans des périodes d'asthénie, le romarin aussi permet aussi de diminuer un état de fatigue. Le curcuma longa, on utilise le rhizome.
Donc cette plante est cholérétique et cholagogue, on la considère aussi comme cholérétique. C'est une plante qui, il y a plusieurs décennies, était utilisée pratiquement que pour ses propriétés actives sur le système hépatobiliaire. Et puis avec les années, les indications, les propriétés, bon, de nouvelles propriétés ont été mises en évidence et les indications se sont élargies. Donc maintenant, c'est vrai qu'on considère aussi que ce curcuma a une activité très intéressante dans tout ce qui est inflammation. Donc il est anti-inflammatoire dans l'aigu comme dans le chronique. C'est une plante aussi très antioxydante et aussi ce côté antioxydant a été aussi mis en évidence dans la peroxydation lipidique. Donc, il va ralentir ce phénomène de peroxydation lipidique. Il est aussi hépatoprotecteur, le curcuma. Alors voilà, nous avons vu donc 4 plantes, donc qui toutes les 4 ont en commun ces propriétés au niveau de la sphère hépatobiliaire, donc dans la détox hépatobiliaire, dans la sécrétion de la bile, dans l'expulsion de la bile de la vésicule biliaire. Et puis alors pourquoi, comment donner, comment choisir. Alors je vais donc vous présenter les indications de chaque plante et on verra que finalement, elle trouve quand même, du fait des autres propriétés qui appartiennent à ces plantes, eh bien, elles vont trouver des indications spécifiques. Donc en vert, ce sera l'indication que l'on peut retenir en particulier pour chaque plante. Donc les indications du radis noir, donc détoxifiant, on a vu que c'est plante phare, donc dans après une prise longue dans la durée de médicaments. Et puis, ce radis noir, du fait de ses propriétés, est intéressant aussi dans les dyslipidémies, constipation, les migraines hépatiques, quand les gens ont des migraines qui sont dues à un essoufflement de certaines fonctions du foie. Et puis, on a vu les dérivés soufrés, ils peuvent être... Le radis noir est intéressant en complément dans toutes ces pathologies ORL, sinusite, rhinopharyngite, tout grasse. Voilà. Et on va retenir donc cette indication de détoxification après une prise longue dans la durée de médicaments, par exemple. L'artichaut. Donc, on a vu de nombreuses fonctions. Donc, on tourne aussi autour de la sphère hépatobiliaire avec amélioration des fonctions digestives, dyspepsie, constipation. On a vu aussi cette propriété d'être hypocholestérolémiant léger, donc intéressant pour une légère hypercholestérolémie. Et donc, avec cet artichaut, finalement, on se retrouve dans des propriétés qui vont toucher le syndrome métabolique. Donc, c'est quoi ce syndrome métabolique? En fait, c'est un ensemble de symptômes qui arrivent vers la cinquantaine et qui traduisent en fait une diminution de nos métabolismes, enfin un essoufflement de nos métabolismes. Donc, on va gérer moins bien les lipides, les glucides, il y a un peu de prise de poids, il y a donc aussi la tension qui peut monter. Donc, vous voyez, tous ces symptômes qui font que l'âge fait que le corps est un peu moins performant, c'est inéluctable, c'est normal. Et bien, l'artichaut, finalement, avec toutes ses propriétés, a sa place dans ce syndrome métabolique. Le romarin, donc là aussi, bien sûr, avec son impact hépatobiliaire, donc troubles fonctionnels digestifs avec spasmes, constipation. Et il est hépatoprotecteur, il est détoxifiant, donc prise au cours aussi de xénobiotiques, c'est aussi une de ses indications. Hépatite en complément avec d'autres thérapeutiques. Intéressant aussi dans le syndrome métabolique, intéressant aussi dans tout ce qui est infection ORL et bronchique. Il est aussi intéressant pour ce type d'indication. Et puis, on a vu le côté aussi tonique, anti-asthénique. Donc, sur un terrain fatigué, par exemple, suite à un épisode infectieux, eh bien, le romarin trouve complètement sa place. Le curcuma. Donc, le curcuma, on a vu aussi intéressant pour le système hépatobiliaire et puis donc sa propriété très anti-inflammatoire. Et maintenant, le curcuma est très souvent aussi proposé pour les troubles aussi articulaires. Donc, on a élargi aussi le contexte des indications de ce curcuma. Donc, vous voyez, chaque plante peut trouver sa place.
Alors, vous savez qu'il y a toujours des précautions à prendre quand on utilise les plantes. Et donc, toutes ces 4 plantes, donc le radis noir, artichaut, romarin, curcuma, qui ont en commun la propriété d'être cholagogues, donc de faciliter l'expulsion de la bile de la vésicule biliaire, eh bien, en fait, il faut se soucier avant de proposer ces plantes qu'il n'y ait pas de présence de calcul biliaire, qu'il n'y ait pas d'obstruction des voies biliaires, parce que là, on pourrait exposer la personne à une chasse biliaire trop brutale et qui aurait des impacts négatifs. Et puis, chaque plante aussi, il y a aussi des précautions. Donc, le curcuma peut fluidifier la circulation sanguine. Donc, attention si traitement anticoagulant. Alors, si une personne prend un cardégique par jour, bon, là, ça ne porte pas à conséquence. Si la personne prend des antivitamines K, donc là, à voir avec le médecin, ça peut perturber, mais il y a toujours moyen de réajuster avec l'INR, qui a ce contrôle pour la prise de ce type de médicaments. Il n'y a qu'avec les AOD où là, on a beaucoup moins de visibilité. Pour le radis noir, attention s'il y a un dysfonctionnement de la thyroïde. Donc là, ça peut aussi perturber cette fonction s'il y a dysfonctionnement de cette glande. Donc, nous sommes toujours dans la sphère hépatobiliaire. On a parlé de possibilités de fragilisation, on va dire, des hépatocytes. Une plante, le desmodium, est intéressante pour réparer, renforcer, régénérer l'hépatocyte qui a pu être fragilisé. Alors, le Desmodium ascendens, on utilise la feuille, et les propriétés de ce Desmodium, cette feuille est hépatoprotectrice. Le Desmodium régénère l'hépatocyte. Les travaux ont mis en évidence cette capacité. Et puis une autre propriété aussi, le Desmodium est très intéressante pour tout ce qui est allergie respiratoire et pulmonaire. Alors, les indications, bien sûr, lorsque la cellule hépatique est fragilisée, donc ça peut être suite à prise d'alcool pendant plusieurs années, des traitements délétères pour l'hépatocyte, les hépatites, et puis une autre indication en rapport avec la propriété citée, donc dans les phénomènes d'allergie aussi. J'ai cité les molécules actives pour le desmodium, ce sont des saponosides triterpéniques, pour les personnes intéressées par la pharmacognosie. Donc là, chaque plante trouve sa place. Bon, là, on en a une, en l'occurrence, pour cette réparation de l'hépatocyte. Donc, les indications du desmodium, c'est intoxication hépatique virale aiguë ou chronique, intoxication hépatique toxique, intoxication hépatique médicamenteuse. Alors, c'est pas toujours simple au comptoir de proposer dans ces tableaux qui sont quand même très lourds. Donc là, c'est quand même, bien sûr, à voir en travaillant avec le médecin qui suit la personne pour pas décider quand même dans des cas pareils de proposer une plante quand il y a une telle fragilité de l'hépatocyte. Une autre indication qui est plus facile au comptoir, les gens qui ont des problèmes d'allergie, qui sont même asthmatiques, le desmodium en cure régulièrement est intéressant. Alors maintenant, nous allons aborder le deuxième chapitre, nausées et estomac. Alors, les nausées, on verra, peuvent être améliorées par une plante que l'on va retrouver aussi dans notre chapitre estomac. C'est pour ça que les deux se retrouvent dans ce même chapitre. Donc, la nausée. La nausée qui est donc cette sensation de malaise au niveau de l'estomac avec envie de vomir, un mécanisme réflexe dont le but est l'expulsion. Cette nausée, en fait, a différentes causes possibles. Ça peut être des causes comme une intoxication alimentaire, ça peut être un trajet un voyage mal supporté, mais ça peut être un problème digestif, ça peut être une migraine. Après, il y a la grossesse. Enfin, donc, il y a beaucoup de causes possibles pour la nausée. Donc, on va voir comment, symptomatiquement, on va pouvoir améliorer ce tableau, bien sûr, en essayant aussi de savoir quelle est la raison et d'essayer aussi
de retourner en amont à la raison de cette nausée. Mais on va quand même pouvoir aussi soulager cet inconfort. Donc pour ces nausées, je vous propose une plante, le gingembre, et 2 huiles essentielles de citron, l'huile essentielle de citron et l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors le gingembre, Zingiber officinale, on utilise le rhizome. Donc ce rhizome de gingembre donc a comme propriété d'être et avoir une activité antiémétique. Et en fait, ça s'explique physiologiquement par une stimulation de la motricité gastro-intestinale. C'est d'ailleurs aussi ainsi qu'agissent certains de nos antiémétiques en allopathie. Donc le gingembre apaise ces sensations de nausée. Là, je vous ai précisé les molécules actives dans le gingembre, le gingérol et le chogaol. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que initialement, on a les molécules, les gingérols. Et en fait, ces gingérols vont se transformer en chogaol. Et c'est les chogaols qui sont principalement actives. Et en fait, donc, dans le gingembre frais, on n'a pas encore cette transformation. Donc, on a principalement des gingérols et ensuite, lorsque le gingembre est stocké, il y a cette transformation et donc le gingembre frais est moins riche en chogaol, donc en molécules actives, que le gingembre qui a été stocké. Une huile essentielle, l'huile essentielle de citron, donc on utilise les zestes. Donc vous savez que les huiles essentielles sont constituées de nombreuses molécules, que l'on classe en famille. Donc dans l'huile essentielle de citron, on retrouve une molécule limonène qui est un monoterpène, donc qui est en quantité importante au niveau proportion dans l'huile essentielle de citron. Donc ce limonène a comme propriété particulière d'être cholagogue et aussi d'être actif au niveau de la motilité gastrique. Donc ça, c'est une propriété donc particulière de ce limonène et donc qui, du fait de sa présence importante dans l'huile de citron, s'exprime. Et donc c'est grâce à ce limonène qu'un état nauséeux peut être amélioré. Parce que donc l'effet cholagogue aussi améliore l'état nauséeux. Une autre huile, l'huile essentielle de menthe poivrée, Mentha piperita, dont on utilise les parties aériennes. Donc dans cette huile essentielle, on a 2 molécules, le menthol, entre autres, bien sûr, qui est un alcool, et la menthone, qui est une cétone. Donc aussi, on a des propriétés qui vont permettre aussi d'améliorer cet état nauséeux. Donc pour le menthol, on parle de légère anesthésie de la muqueuse gastrique, donc ça permet aussi de calmer cet état. Et puis la menthone, elle est aussi cholérétique et cholagogue, donc de propriétés qui aident à améliorer l'état nauséeux. L'estomac, donc l'estomac, on va retrouver une plante dont on a parlé pour la nausée, donc le gingembre, et je vous parlerai d'une autre plante, la matricaire ou camomille allemande. Donc le gingembre, on retrouve notre gingembre, le rhizome. Donc ce gingembre a comme propriété, alors on a vu tout à l'heure la propriété antiémétique et agissant au niveau de la motilité gastro-intestinale. Et puis, il y a aussi ce gingembre a comme propriété de stimuler les sécrétions biliaires, salivaires et gastriques. Et donc, l'estomac, qui est un milieu très particulier, avec un pH très bas, qui peut descendre à 1,5, doit avoir une muqueuse quand même solide, en bon état, pour pouvoir résister à cette ambiance acide. Et donc, il y a un mucus qui est fabriqué naturellement pour assurer cette protection. Et en fait, le gingembre aussi participe à l'élaboration, aide à l'élaboration de ce mucus et donc protège l'estomac. La matricaire ou camomille allemande, Camomilla recutita, on utilise le capitule. Donc le capitule, c'est ce que vous voyez apparaître sur la photo.
on parle de fleurs, mais c'est des fleurs, hein, parce qu'un capitule est formé de plusieurs fleurs. Donc là, c'est ce capitule caractéristique de la famille des Astéracées. Donc en fait, vous avez ce qui est blanc, la partie blanche, ce sont les fleurs qui sont ligulées, et au milieu, la partie jaune, ce sont les fleurs tubulées. Hein. Donc c'est pas une fleur, mais c'est un capitule formé de tout un ensemble de fleurs. Donc, revenons aux propriétés de notre camomille allemande. Donc, elle est considérée comme anti-inflammatoire de l'appareil digestif. Alors, évidemment, on ne va pas comparer anti-inflammatoire comme le diclofénac ou le kétoprophène, hein, mais c'est, voilà, quand il y a ce phénomène d'inflammation, ça va, disons, réduire, améliorer cet aspect, hein, d'inflammation de l'appareil digestif. Donc, cette camomille est aussi spasmolytique, et puis elle est topique gastrique. Donc, elle améliore une inflammation, une gastrite, hein, par exemple, et puis aussi elle a des vertus carminatives. Hein. Et donc, les indications de cette camomille, eh bien, tout ce qui est spasmes gastro-intestinaux, hein, elle améliore. L'estomac nerveux, c'est une plante aussi qui est légèrement sédative, donc quelquefois on somatise aussi, donc une douleur l'estomac, voilà, un malaise, ça peut être aussi lié à un stress. Bon, voilà, donc là, on associe deux propriétés, action sédative et action sur topique gastrique. Et puis, indication inflammation du tractus gastro-intestinal. Et aussi, j'ai précisé, attention aux possibles allergies, tout ce qui est famille des Astéracées, il y a toujours des risques d'allergie. Bon, elles sont minimes, mais je les ai quand même mentionnées. La régulation de l'appétit. Alors donc, certaines personnes voudraient, pour certaines, manger plus et d'autres manger moins. Donc là, on a deux plantes qui vont vous être présentées. Donc le konjac pour un appétit dévorant et le fenugrec quand on a un appétit de moineau. Alors, le konjac, Haemophilus konjac, on utilise le tubercule. Donc, en fait, ce tubercule est constitué de grandes chaînes d'ose, le glucomannan. Et comment ça va agir? Donc, ce konjac qui va permettre de diminuer l'appétit, qui va donner un effet de satiété, il va agir d'une façon mécanique, tout simplement. Donc, il va absorber une grosse quantité d'eau et il va former un gel, et c'est ainsi qu'il va limiter la sensation de faim. Donc, vous avez sur le schéma, première partie à gauche, donc sans konjac, vous voyez, un estomac vide. Bon, pour le remplir, il faudra un certain nombre d'aliments. Et si vous proposez du konjac, bien sûr, avant le repas, au moins un quart d'heure, 20 minutes avant, le temps que le konjac prenne sa place dans l'estomac, vous voyez, ce konjac va devenir ce gel en ayant absorbé de l'eau, et donc il y aura moins de place pour les aliments. Donc c'est comme ça qu'on a cet effet de satiété avec la prise de konjac. Le fenugrec, Trigonella phoinum graecum, donc c'est la graine qui est utilisée. Donc là, c'est quand il y a un petit appétit et que on voudrait manger davantage. Donc, comment marche le fenugrec? Alors en fait, ce fenugrec va agir sur la gestion des glucides, en fait. Et donc, il est comme propriété, il est hypoglycémiant. Vous savez, quand on est au comptoir vers 11h30, on n'a peut-être pas trop mangé le matin, et puis ça gargouille, on a un peu faim, on se dit, allez, je suis en hypoglycémie. Donc, en fait, voilà, ce fenugrec va agir comme ça, et c'est comme ça qu'après, ça va provoquer donc l'appétit du fait de cette propriété hypoglycémiante. Alors, faites attention, voilà, c'est une plante très intéressante, mais bon, si une personne a un traitement contre le diabète, de ne pas perturber son diabète, donc ça c'est une contre-indication au curcuma. Il y a une petite connotation hormonale, donc on ne le donnera pas du tout chez la femme enceinte, et aussi pour cette raison chez l'enfant non pubère. Quatrième partie, les ballonnements et les spasmes. Donc là, on va avoir des plantes qui vont agir très
très symptomatiquement sur ces ballonnements et spasmes. Alors, quelques définitions avant. La flatulence est une accumulation de gaz dans l'appareil digestif. Météorisme, c'est une présence de gaz dans l'intestin entraînant un gonflement de celui-ci. Et carminatif, c'est une substance qui va aider à l'expulsion des gaz. Alors, pour ce, je vous présente 4 produits. Le charbon végétal activé, l'anis vert, le fenouil et une huile essentielle de menthe poivrée. Alors, le charbon végétal activé, donc c'est une substance qui est peut être obtenue par exemple par carbonisation de coque de noix de coco. Et ce charbon va être activé. Il y aura ensuite une chauffe supplémentaire qui va être faite et par vapeur d'eau, ce qui va renforcer ce pouvoir absorbant du charbon. Donc le pouvoir absorbant, c'est-à-dire que tout ce qui est gaz va se fixer sur la partie externe de cette substance. C'est le terme, c'est ce terme absorbant qui explique cette fixation en externe des gaz. Alors, ça absorbe les gaz, mais ça peut absorber aussi d'autres substances. Donc, il faut éviter d'ingérer en même temps des médicaments. Il faut les prendre à distance. Bon, à la limite aussi, tout ce qui est aussi repas, aussi, parce que tout aliment, parce qu'en fait, on risque aussi d'absorber des nutriments. Donc, on prend le charbon loin de toute autre prise. L'anis vert, Pimpinella anisum, donc on utilise le fruit. Donc dans ce fruit de l'anis vert, on retrouve une essence. Alors l'essence, c'est la partie qui contient des molécules on peut retrouver dans les huiles essentielles, mais les huiles essentielles, c'est le résultat d'une distillation ou d'une expression à froid. Donc c'est pour ça que je préfère le mot essence quand on parle de la substance ou des molécules qui sont dans le fruit avant toute manipulation. Donc, l'essence contient 80 à 95% d'une molécule qui est le E-anétol ou transanétol. Vous avez une autre plante, le fenouil, Pheniculum vulgare, variété dulcis, on utilise le fruit, et c'est aussi assez proche de l'anis vert parce qu'on retrouve aussi dans ce fruit une essence contenant aussi 80 à 95% de E-anétol ou transanétol. Donc ce E-anétol ou transanétol, c'est un antispasmodique digestif. Il peut y avoir aussi une petite connotation œstrogénique. Et un petit point pour info sur anétol et anétol, c'est comme Dupont et Dupont. Il y a deux anétols. Il y a l'anétol, le E-anétol ou transanétol et le Z-anétol ou cis-anétol. Donc en fait, c'est la même molécule, mais dans l'espace, ça s'est placé différemment. Et en fait, cette différence dans l'espace font que vous avez pour la même molécule de formes différentes et avec des propriétés différentes. Le cis-anétol est neurotoxique, mais bon, dans tous les fruits que l'on a pu évoquer, qui contiennent de l'anétol, en fait, on ne retrouve que de l'E-anétol ou transanétol. Pour le fenouil, qui a été aussi présenté, il faut faire la distinction entre le fenouil doux et le fenouil amer. Donc, il faut les différencier parce que ces deux fenouils, c'est même espèce, même genre, donc Pheniculum vulgare, mais vous avez une variété dulcis, le fenouil doux, et vous avez une variété amère, le fenouil donc vulgare. Et en fait, il y a une différence au niveau de la composition de l'essence du fruit. Donc, pour le fenouil doux, on a la molécule que je vous ai présentée, le transanétol, qui est présent en quantité importante, 80 à 95%. Et vous avez la présence d'une autre molécule qui pourrait être neurotoxique, la phenchone, qui est très peu présente dans le fenouil doux. En revanche, dans le fenouil amer, vous avez moins de cette transanétol et vous avez plus de la phenchone, 15 à 30%. Donc, c'est pour ça qu'il est important, pour une même espèce, même genre, même espèce, d'avoir quand même une précision sur la variété utilisée. Et puis, donc, l'huile essentielle de menthe poivrée.
que l'on a déjà vu. Donc, comme propriété, eh bien, due à la présence de 3 molécules dans cette huile essentielle, le menthol, un alcool, la menthone, une cétone et l'acétate de menthyle, un ester, ces 3 molécules ont des propriétés antispasmodiques, donc aussi soulagent de spasmes et de phénomènes de ballonnement. Donc, écoutez, nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques, vos questions. Et puis, bien, je vous dis à très bientôt. Donc, la prochaine session sera consacrée à la glutamine, un acide aminé très, très, très intéressant. À très bientôt. Au revoir.